Amis Internet, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir pour accueillir Kalpana Kunjusha. Et nous rentrons dans le vif du sujet. Bien sûr, nous vous causons un petit politique avant de nous attaquer côté au ministère. Coup d'essai, coup de maître, Madame la ministre. Première fois, une tentative, ou élu. Et comment vous faites vivre cette situation-là au terrain? Ben, tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir moi pour venir que j'inspire avec vous. Ben, comme tu viens de dire, coup d'essai, coup de maître. Et comment on vit cette expérience-là, c'était vraiment une campagne, une expérience très enrichissante. Et surtout en tant qu'une madame, hein. Je vais dire ça. Et là, je vais prendre un petit moment pour saluer l'initiative du leader de mon parti et aujourd'hui le Premier ministre, l'honorable Pravin Jagnnath, pour lui donner la chance à tellement de dames, euh, des jeunes, pour avoir l'opportunité, pour passer par une expérience pareille. Et comme je dis, c'était une expérience très, très positive, surtout quand on sur le terrain, à rencontrer de gens, écouter de l'attente, vivre un peu ce quotidien vraiment, parce que tu es en contact permanent avec les gens sur le terrain pendant une campagne qui était très intense, très courte aussi. Et c'était plutôt pour moi comme une dame, comme une madame. C'était une expérience comment on peut dire, il ouvert mon lisier plusieurs aspects de l'attente d'une population. Et voilà, je vis ça. Je crois que j'étais à la hauteur pendant la campagne, la cause à mon élit. Alors, très positif, très très positif. Au final, dans la campagne-là, tout de même, avec une expérience parce qu'il ou pas partie des jeunes politiciens. Au film, vivre ça depuis au petit. Alors, sa transition-là, comment c'était? C'était subite, hein, la transition était subite, mais comme tu viens de le dire, moi, un enfant, un politicien, l'autre tombe dans moi, mais là, bien jeune, bien jeune, depuis que je suis enfant. Mon papa est politicien de carrière parce que presque 50 ans. Hein. Alors, oui, moi, j'ai beaucoup d'exposure, moi, j'ai beaucoup d'expérience, comme mon j'ai faire ce job comme un politicien. Mais oui, la transition pour moi, personnellement, c'est très subite parce que je ne m'attendais pas. Et du jour au lendemain, je suis sorti un fonctionnaire, je démissionné, je au terrain le même jour, le soir, à Mapou. C'était mon premier place quand je me descendre de la campagne. C'était subite, mais je dois dire que psychologiquement, j'étais assez préparée parce que, comment tu peux dire, on grandit dans la famille politique. Le challenge, si je peux le dire, c'était peut-être au niveau de ma responsabilité envers la famille. Parce que mon papa finit, j'ai a 3 enfants, 3 petits-enfants. Mon dernier a 1 an, mon plus grand va avoir 6 ans cette année-ci. Alors c'était peut-être la chose la plus dure, de laisser les enfants. Mais là, moi, je viens saluer le support qu'ils m'ont gagné auprès de la famille, surtout mon mari. Ce serait impossible pour me faire ce qu'ils vont faire sans eux de l'appui. Alors, très subite, mais me penser, mon récit montre-moi la hauteur. Et mon récit surmonte ça challenge là, ça épreuve là pendant la campagne. Faire une campagne, un mois, c'est OK, ou bien sûr pour au mari. Mais aujourd'hui, au ministre, vous pouvez bien descendre au terrain aussi à get un mandat. À cela, une maman aussi, comment vous dire, mais comment on peut réussir jongler avec tout ça en fonction là? Mais il faut, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, nous besoin jongler. Moi, tu dis ça, comme une plateforme, si je ne me trompe pas, euh, quand on décide pour faire un travail aussi noble que servir ta patrie, servir ta nation, ben, tu as besoin d'apprendre à jongler. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain, mais ça vient avec de l'expérience, ça vient tous les jours, nous découvrir une façon pour mener une balance entre la vie familiale et les responsabilités ministérielles et l'attente de la population et rencontrer les mandants. Alors, j'essaie tant bien que mal et quelque part, je suis assez satisfaite, mais tout le temps, il y a room for improvement. Alors, je suis une dame, nous multitasking, nous avons fait tout. Au ministre de l'égalité des genres et bien-être de la famille, et une tendance qui peut montrer depuis fin l'année dernière et ça l'année-là, il y a beaucoup de cas de violence domestique, même mortelle. Et au niveau du ministère, comment on peut tackler ce matin?
Bon, tout d'abord, je besoin de dire, faire ressortir que comment on connaît qu'il y a autant de cas qui viennent devant nous. Parce qu'ils peuvent venir au public. Alors, quelque part, toute cette campagne qui nous fait pour encourager les victimes de violences domestiques, pour venir de l'avant, pour venir dénoncer, puis cette bonne campagne-là, je me dis, puis aujourd'hui, on peut autant qu'à venir. Je préfère trouver une hausse en termes de statistiques. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de dames qui peuvent venir de l'avant pour dénoncer, qui, cette madame-là, il n'a pas dénoncé, il reste dans la case, il a un baptême, il est mort. Alors, quand ils viennent de l'avant, ils viennent dénoncer. On a tout un protocole, on a tout un support système au niveau du ministère, avec collaboration de la police, avec les NGOs, on a tout un système qui, là, nous pouvons provide ce support-là. Je suis d'accord que c'est une hausse alarmante. Ce n'est pas quelque chose qui nous peut adresser à tous les niveaux, hein. Que ce soit au niveau de la législation, au niveau du support, au niveau de Family Protection Unit, la police, les NGO, beaucoup de stakeholders. Alors, on travaille d'arrache-pied pour diminuer, même pas pourquoi éliminer le gender-based violence, violence domestique. Là aussi, là, mais nous remarquons qu'il y a une mutation dans la violence lui-même. Et est-ce qu'ils peuvent pallier à ça? On peut dire, on peut dire, NGOs and so on. Est-ce qu'ils peuvent travailler par rapport à la mutation-là? Bien sûr, nous pouvons travailler par rapport à ça. Tu sais, nous sommes une société qui peut évoluer tellement rapidement. OK? Nous, d'accord, Maurice, il arrive, il franchit une étape de modernisation extraordinaire avec le métro, avec le paperless hospital, avec le niveau d'éducation, tout ça. Nous pouvons aller très très vite. Mais de l'autre côté, peut-être en termes de société, nous ne pouvons pas réussir rattrape-nous. Alors, pour moi, le travail doit se faire vraiment à la base. Une campagne, une éducation à la base même, que ce soit au niveau de la famille, dialogue dans les couples, les enfants. Nous Premier ministre par intérim, Mme Duncan, déjà ce ministère a battu un travail extraordinaire en ce qui concerne l'éducation. Alors nous besoin travailler en collaboration entre les ministères, avec les autres stakeholders, pour vraiment remonter sa problème qui ne peut faire face aujourd'hui là, en ce qui concerne domestic violence. Zéro tolérance, c'est un mot qui est souvent utilisé. Est-ce qu'il ne pas paraître un peu irréaliste? Peut-être il paraît irréaliste parce qu'on ne peut pas, dans n'importe qui affaires qu'ils ont envie de faire, 99,9 ne peut pas faire la perfection. Peut-être on doit travailler très très dur là-dessus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas zéro tolérance? Si vous mettez ou même un objectif, vous pouvez travailler, vous avez tout le support, on a tous les moyens pour vous faire ça réaliser, pourquoi pas? Et ça, c'est pas juste un target, c'est plutôt une mentalité qu'on doit développer de zéro tolérance. Alors, un petit monde avant l'élève sur la mail ou sur conjoint, que ce soit un monsieur peut battre sur madame, la plupart des cas, ou une madame peut battre sur monsieur, sur enfants, mais il besoin de penser avant l'élève sur la mail là, ce sont quoi les conséquences? L'impact dans la famille, l'impact au niveau de la société, l'impact au niveau individuel. Et là, nous avons un Perpetrators Rehabilitation Program, que peut-être, dans place, nous n'avons punir ça l'individu là, mais nous réhabilitons, nous donnons un support programme, un anger management course, que nous sommes capables aussi d'aider cette personne-là. Il ne faut pas toujours que punir. Peut-être quelque part, nous sommes capables d'aider un démon, refaire lui-même, changer un petit coup de son mentalité, son comportement, que maintenant, il dit, ben voilà, moi, pas trouve l'utilité d'être violent. Mon gain, ça support là, mais voilà, je peux. C'est tout un travail d'équipe. Ce n'est pas que le ministère ou la police qui pourront dans la famille pour aider ça. C'est un travail de société, de communauté. Nous là, nous pour travailler, mais nous avons le support de tout un chacun là-dedans. Il est impossible pour nous faire les pas de même. Il y a un High Power Committee par rapport à la violence contre la violence domestique. Et ce comité-là, il est présidé par qui et qui s'en a comme membre et c'est quoi le task really? D'accord. Le High Powered Committee est présidé par le Premier ministre lui-même et c'était son initiative que je salue, chapeau bas, et ça démontrait l'engagement envers ce fléau qu'on appelle domestic violence. On a eu un pre-meeting déjà. Ce comité-là inclut 11 ministères et aussi différents stakeholders comme la police et tout ça, pour revoir un peu la stratégie
pour réduire et éventuellement éliminer domestic violence. Au fait, nous pouvons appeler gender-based violence parce que nous élargit le scope, le terms of reference pour ce comité-là. Nous avons un consultant international qui peut donner un coup de main énorme. Nous avons une collaboration avec, par exemple, l'ambassade de l'Australie qui peut donner nous un support. C'est ça l'objectif de ce High Powered Committee-là. Développer et implémenter une stratégie pour réduire le gender-based violence et identifier les gaps, parce qu'il y a beaucoup de travail qui nous a fini faire, mais peut-être qu'il y a un petit gap entre les recommandations et l'implémentation. Alors, tout sera sur performance-based. Alors, nous pouvons avoir une statistique qui peut guider nous, qui nous peut capturer à travers le Gender-Based Observatory pour voir qui nous peut capturer, qui nous peut mesurer et dans quelle façon nous pouvons flesh out the contours of our program pour s'adresser à ce fléau qui s'appelle gender-based violence. Et le comité va siéger très prochainement. Et forcément, pour un rapport qui vous sortit. Bien sûr, bien sûr. Quand je peux expecter ce rapport-là? Le fait qu'il nous peut faire le premier comité présidé par monsieur le Premier ministre. Suite à ça, nous pouvons tomber d'accord en terms of reference et le travail débute, enfin, le travail va continuer là-dessus. Je pense qu'on aura un rapport préliminaire d'ici début mars, fin février, début mars. À chaque fois qu'il y a un cas qui est rapporté, même dans la presse, violence domestique, du monde dit que c'est une tendance que la loi passe sévère. Est-ce que vous partagez ça l'opinion-là? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Quelque part, nous avons une place que nous sommes capables de rendre un peu plus spécifique les lois. Mais la loi est déjà très sévère, laisse-moi faire reconnaître. Et par exemple, ou bateau madame, ou vous payez une amende 50 000 roupies, tout de suite, si vous madame rapporte le cas. Deuxième fois, vous faites ça, vous payez une amende 100 000 roupies. Troisième fois que vous faites ça, là, vous êtes carrément assis dans le cachot. Alors, il ne faut pas dire que la loi n'est pas sévère. La loi est sévère, c'est plutôt une tendance de ne pas dénoncer. Alors, comment je vais appliquer la loi si vous ne venez dénoncer le cas à la police ou à mon ministère? C'est plutôt ça. Selon les statistiques Mauritius, le nombre rapporté en us, année en année, est-ce que vous pensez bien introduire davantage de mesures fortes? Écoutez, des mesures fortes ne pas nécessairement au niveau de la loi. Des mesures fortes peuvent aussi être inclure côté d'éducation, côté du bon travail social, une bonne campagne de sensibilisation, une bonne réunion de travail avec la police. Il englobe beaucoup de facettes of society et le judiciaire aussi. Je pense en hausse, peut-être, c'est ça qui nous a déterminé, c'est un des bons objectifs de ce High Powered Committee. Mais pourquoi en hausse? Qui fait en hausse et comment nous pouvons capturer une statistique qui peut montrer là? Comment nous partager avec nos stakeholders? Grâce à cette statistique-là, maintenant, nous implémentons de bons projets, bonnes mesures pour nous diminuer sa nombre-là. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Ça, c'est sûr. Il y a une étude qui finit faire dans le passé qui dit que une personne qui est victime, surtout une femme qui est victime, quand je t'arrête un protection order, je trouve ça une deuxième la peine pour eux parce que ça va et vient qu'il y a entre l'hôpital, la police, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que je peux travailler là pour trouver une solution plus adéquate? C'est pas plus tard qu'avant-hier. Moi, j'ai une réunion de travail avec le commissaire de police et les officiers de la brigade des mineurs. Et moi, tout à fait d'accord avec toi. Moi, réalisé que pour obtenir une protection order de nos jours, le procès est un peu long, un peu compliqué. Alors, nous travaillons là-dessus, nous pouvons simplifier, nous pouvons streamline sa procédure-là. Nous sommes d'accord sur un engagement commun entre les officiers de mon ministère et la police pour simplifier ce procédure-là. Alors, nous déjà un papier qui nous mettait un protocole et aussi nous pouvons élargir le protection order. Alors, si une madame vient appliquer pour une protection order, la première chose qu'on va faire, on va étendre ce protection order-là à tous les mineurs dans la famille. Alors déjà,
nous peut englobe, nous peut extend sa protection order là pour lui protéger aussi l'enfant. Pas que la dame qui est victime de violences domestiques. Mais tout à fait d'accord avec vous, nous peut revoir le procès pour obtenir une protection order. Définitivement. Nous peut raccourcir le procès. Une femme, il fait gain batté, il y a les stations, il est déjà dans un moment de panique. Et quand il y a les stations là-bas, il peut y avoir un policier qui est un peu rude. Il peut y avoir un policier qui peut bien faire ce statement ouvertement devant tout le monde. Est-ce que je peux travailler une formule qu'au moins un policier qui est formé pour ça et il y a une petite place adéquate qui est capable de donner ce statement? Tout d'abord, tous les policiers sont formés pour prendre un statement d'une personne qui peut venir faire une complainte. Et je suis d'accord pour vous dire que nous travaillons une formule qui est basée sur beaucoup d'empathie. C'est ça qui nous manquait un petit peu dans l'approche. Quand une madame qui est déjà très stressée, elle est meurtrie, elle ne passe pas un problème de violence. Alors quand elle est à la station, préférablement, si c'est une dame, nous mettons en place un WPC, un Women Police Constable, qui prend ce statement. Mais que ce soit un policier monsieur ou une policière, c'est l'emphase qui nous aide, c'est l'empathie. C'est l'approche qu'ils ont besoin montrer envers sa victime-là. Et je dois vous dire que depuis qu'ils m'ont fait sa campagne-là, m'ont passé ce message-là, il y a eu beaucoup de changements déjà. Il y a beaucoup de changements. Et on encourage la personne de mettre un formal statement. La plupart des cas, on peut trouver que madame là est dans la station, il n'est que fait la police connaît, mais il n'a pas envie de lodge un cas formel. Alors ça, il empêche nous, les policiers, de prendre l'action qui se doit. Ou quand il y a une protection order, le perpetrator il violate sa order là la première fois, la personne ne revient pas à la station pour dénoncer. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. Mais même ça aussi, au niveau de Family Protection Unit, nous peut mettre en place un système que soit obligatoirement, vous avez une report quand on a un rendez-vous avec un family officer ou soit un psychologue. Si je ne pas venir, il y a une certaine conséquence, ou même mes officiers, dans une période de temps, un intervalle, je check sur une famille qui tient un rendez-vous, qui tient une complainte, une doléance. Nous aussi remarqué qu'une personne, quand je finis de lodger une complainte, comme on dit, après quelques temps, je te retire. Je te retire parce que je paie attention, je paie la garde des enfants, tout ça. Est-ce que vous ne pas penser, malgré que je te retire cette complainte, nous devons punir sa personne qui fait agir? On ne peut pas punir quelqu'un quand il n'y a pas de complainte. Ça, c'est la loi, c'est la façon de pérer. Il ne faut pas revoir la loi par rapport à cela? Mais écoutez, le travail, on ne va jamais finir. Nous pouvons demander une simple collaboration, nous. Une simple collaboration qui te dit si on est une victime de violence domestique et on vient dénoncer ça, on fait une complainte officielle au niveau du ministère, au niveau de la police, donnez-nous la chance de régler ça. Si tu es correct, très bien. Tu as tout le droit pour venir retirer. Tant mieux, hein, très très bien. Mais si on retire ou plainte par peur de représailles, par peur pour perdre aux enfants, ou soit ou monsieur pour tirer dans la case. Mais écoutez, on est là pour ça. On est là pour vous rassurer, pour vous donner le support qui se doit. Alors, moi, mon message, tout le temps, est très simple. Donnez-nous la chance de redresser. Nous là pour ça. Moi, j'ai un officier qui est formé pour ça. La police est formée pour apporter de l'aide. Si je peux te donner un exemple, j'ai un collègue ministre. À l'époque, elle était magistrat. Ben, monsieur, il bat sur madame 2-3 fois. Finalement, paraît, monsieur n'a pas pu comprendre. Il est devant la cour, magistrat d'être toi. Elle doit donner un petit peu d'encasse, peut-être pour. C'est ça la solution pour toi. Madame là commence à dévier la cour en bas là-haut. Dit qui mon monsieur parle dans prison commence à insulter le magistrat. Mais tu vois, c'est ça que je vous parle de ça là. Quand vous êtes victime de violence domestique, très rarement, il peut finir là même ça. Très rarement. Alors nous sommes là pour faire de sorte que nous pouvons mettre un terme à ça, nous pouvons donner aux victimes là ce support et nous pouvons nous réhabiliter sa perpetrator là. On a un système de support. Mais quand on retire sa plainte là, pour n'importe quelle raison, ça veut dire qu'on finit arrête notre travail.
Je suis capable de faire follow-up, je suis capable d'avoir un officier réel envers ces gens qui fait complainte là, mais on n'a pas l'autorité judiciaire, l'autorité policière, l'autorité même de continuer notre travail si on retire la complainte là. La présentation du Children Bill, l'idée de la porte, et au final, on ça en primeur le Waza FM qui l'âge du mariage ne peut passer à 18 ans. Et nous, en tant que journalistes, nous comptons fouiller un petit peu plus entre les grandes lignes, entre les grandes lignes, qui nous peut expecter, qui nous peut attendre. Bon, écoutez, c'est mal placé pour moi de dévoiler tout ce qu'il y a dans le Children's Bill. Déjà, l'annonce qu'on va régulariser, emmener l'âge du mariage à 18 ans, vous avez vu les faits, boum boum. Ben, mon besoin rassure tout le monde et mon besoin dire ça haut et fort que nous ne pouvons pas reculer depuis là. Définitivement, l'âge légal du mariage devient 18 ans. Et nous avons les autres changements aussi qui nous ont apporté dans le bill, suite à une consultation qui nous a gagné, suite à un modèle international qui nous peut suivre. Consultation, quand je vous dis, c'est avec les stakeholders comme la police, brigade de mineurs, le SLO's office, toutes les sociétés religieuses. Et il y a une amélioration qu'il nous a apportée par rapport à... Bon, là, tout parfaitement dévoile tout là. Mais attendez voir. Je vous promets que ce sera une loi très très solide. Parce que la base, l'objectif, c'est l'enfant. Le bien-être, la protection, sauvegarder l'innocence d'un enfant. Guetter qu'ils enfants la paix grandit dans l'environnement sain, propice. Parce que l'enfant, c'est qui? L'enfant mauricien. C'est notre futur. Alors, si nous pouvons faire une Children's Bill et nous permettre au Parlement, je peux vous garantir que son contenu va s'assurer que l'enfant mauricien, il y a un enfant heureux, protégé et avec tout ce bonne chance dans la vie. Nous arrivons à la fin de nos entretiens en tant que femme. Comment vous accueillir qui, première fois dans l'histoire de Maurice, nous avons une première ministre femme par intérim, du bon nous dit par intérim, Lila David-Ducan. Mais moi, accueillir ça avec un grand sourire, une joie énorme dans mon cœur parce que c'est une grande première. Je la connais personnellement, tout à fait méritée d'être dans cette position aujourd'hui. Et comme ministre, comme une citoyenne, comme une enseignante auparavant, Madame Ducan has always been excellent. Alors, je n'ai pas de doute qu'elle sera excellent at this as well. Kabana Kunjusha, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.